Après le succès retentissant des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l'Agence nationale du sport et ses maisons régionales de la performance continuent de mettre en lumière les enseignements précieux des experts de la performance. Héritage unique de connaissances et expériences de sportifs, experts et entraîneurs, bienvenue dans les podcasts de la performance. Bonjour, bienvenue sur les podcasts de la performance. Bonjour Patrick. Bonjour Stéphane. Et aujourd'hui on a la chance d'accueillir Albert Moukébert. Bonjour Albert. Bonjour. Est-ce que Albert, tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Je sais que tu as un long parcours. Je m'appelle Albert Moukébert, je suis docteur en neurosciences et psychologue clinicien. Et je m'intéresse à comment on fonctionne en général, que ce soit nos pensées, nos opinions, mais aussi comment est-ce qu'une opinion devient une action, comment est-ce qu'on agit. J'ai fait ma thèse sur le stress. J'ai beaucoup travaillé sur comment le stress handicape l'accès à nos compétences. Il y a peut-être je fais des conférences aussi, et les premières conférences que j'ai faites, c'était pour une boîte anglaise où on travaillait sur la performance sous pression, notamment avec les sportifs de haut niveau. Alors, moi j'ai une petite question. Comment est-ce que vous pourriez définir le lien qu'il existe entre le cerveau et la performance ? C'est un lien direct, complètement direct, c'est-à-dire c'est un peu... Je vais essayer de ne pas tomber dans un écueil facile où on a l'impression, souvent on pense que le cerveau c'est une sorte de centre de commande qui commande le corps. Mais en fait, notre cerveau fait partie de notre corps, c'est un organe dans d'autres organes. On est en train de s'éloigner un peu de cette vision du cerveau, chef d'orchestre qui mène la danse. C'est des allers-retours entre le cerveau et les autres organes, les muscles, les viscères, les ligaments, etc. Et pour pouvoir être dans une performance, il faut que tout le truc fonctionne ensemble. Je peux avoir les plus forts muscles au monde. Si je ne sais pas comment coordonner mes actions, ça ne donne pas une performance. Et à l'inverse, je peux avoir le meilleur cerveau au monde. Si je n'ai pas l'organisme qui peut suivre derrière, ça ne va pas le faire. Je dis souvent, quand je parle de performance, et de haute performance surtout, si on me greffe dans mon corps le cerveau de Michael Jordan ou de LeBron James, je vais me péter probablement les genoux instantanément. Et si à l'inverse, on prend mon cerveau et on le met dans le corps de Messi, je ne saurais pas tirer un coup franc. C'est vraiment un organisme. On appelle ça on est des agents causaux du monde. C'est-à-dire notre organisme est une cause du mouvement dans le monde. Et c'est un tout. Pour moi, on ne peut pas découper. Souvent dans le cerveau, dans le sport, on a encore ce côté de le mental et le physique. Mais en fait, c'est un découpage qu'on est en train d'abandonner petit à petit. Ils sont très très liés, voire inséparables. Et pourtant, c'est le cerveau qui traite l'information. Et c'est ce qu'on est en train de réaliser, que c'est pas exactement ça. C'est-à-dire le cerveau intègre l'information. On a tendance à croire, si je prends le temps de faire la réponse, peut-être c'est important de poser les bases. On a tendance encore à avoir une vision que le cerveau reçoit des informations, les traite et envoie des commandes. On est en train de réaliser que c'est pas aussi simple que ça. Donc cette vision que, par exemple, pour vous voir, il y a des photons de lumière qui rebondissent sur vos peaux, ça touche ma rétine, ça envoie à mon cerveau et l'image apparaît. On appelle ça le bottom-up, du bas vers le haut, donc de l'extérieur vers l'intérieur. Et après, mon cerveau recrée l'image et me dit quoi faire et envoie un signal pour décider quoi faire. Mais on est en train de réaliser que ça marche pas juste comme ça, que ça c'est un peu la moitié du chemin. On est en train de réaliser que notre cerveau est plutôt aussi un organe prédictif qui est en train de prédire le futur. On appelle ça le top-down, c'est-à-dire mon cerveau est aussi en train de prédire le monde et de le compléter à partir de mes connaissances sur le monde. Donc l'image, si je pouvais séparer l'image qui arrive à ma rétine de votre visage, elle est de très mauvaise qualité. Elle est en train d'être complétée par un signal descendant de mon cerveau à ma rétine aussi, qui la module. Et c'est aussi la même chose dans le sport. Je sais pas, un joueur de haut niveau qui doit... un gardien de but qui doit attraper une balle n'est pas juste en train d'attendre que les photons de lumière qui arrivent de la balle arrivent à sa rétine, arrivent à son cerveau, que l'information soit traitée pour qu'il saute. Il est aussi en train de le prédire, et ces prédictions sont... Un des plus grands chercheurs sur la conscience s'appelle Anil Seth. Il dit que notre conscience est une sorte d'hallucination contrôlée. On est en train un peu d'halluciner le monde dans le présent et un peu dans le futur pour pouvoir prédire une trajectoire d'une balle, ce que l'adversaire va faire, etc., etc. Donc c'est pas juste notre cerveau est plus un organe d'intégration et de création de l'information que juste une sorte de microprocesseur central qui est en train juste de recevoir des trucs, les analyser et dire quoi faire. C'est deux choses qui sont en train d'avoir en même temps. Je suis en train de recevoir de l'information et je suis en train de rajouter de l'information à partir de mon expérience.
Et les deux se mélangent en une seule truc qu'on appelle notre expérience. Et alors, du coup, ça s'entraîne, ça, ou c'est... Absolument, ça s'entraîne, bien sûr. Les réflexes dans le sport, c'est vraiment des entraînements en top-down. Un réflexe, c'est quelque chose où on n'est pas en train d'attendre que l'information arrive pour réagir. On réagit avant que l'information arrive. Un joueur de tennis, il a répété un geste tellement de fois qu'il le fait sans que ça arrive. C'est un peu, je vais donner un exemple qui n'a rien à voir, mais je vais expliquer pourquoi. C'est un peu comme si vous êtes habitué à avoir votre téléphone en vibreur dans votre poche, et parfois vous allez le sentir vibrer alors qu'il n'est pas dans votre poche. On appelle ça les phantom vibrations, des vibrations fantômes que beaucoup de gens ont, les gens qui gardent leur téléphone dans leur poche. C'est un peu la même chose qui peut arriver dans le sport. Parfois, on va faire un mouvement alors que la situation ne l'appelle pas par expérience. C'est une sorte de faux positifs et de faux négatifs qui sont un coût très minime à payer pour les avantages que ça va nous donner toutes les fois où je vais faire ce geste, et c'est le bon geste à faire. Et donc, évidemment que ça s'entraîne, c'est ça tout c'est comme quand on parle d'automatisation, en fait. Je répète le geste plusieurs fois, comme ça, j'ai même plus... Ou quand je conduis une voiture, je réfléchis plus à passer les vitesses et des choses comme ça. C'est de l'automatisation, et après, je vais parfois braquer alors qu'il n'y a rien, parce que j'ai vu un trou dans la chaussée alors que c'était juste un reflet du soleil. On n'est pas juste en train de percevoir le monde et de réagir, on est en train de prédire le monde. Et de réagir à nos prédictions. Souvent, on dit qu'au bout de 10 000 heures de pratique, on devient expert dans un geste. Ouais. Et moi, j'avais tendance à penser qu'on chantait un peu le cerveau. Ouais, surtout, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est une sorte de chiffre au hasard. Je peux faire l'expertise. En fait, le problème, c'est un autre problème. Il y a plein de problèmes dans notre conception de notre fonctionnement. C'est que l'expertise, c'est pas quelque chose comme ça dans un vide. Notamment dans le sport. Le sport, c'est une compétition. Donc, si je fais 10 000 heures, je suis expert par rapport à qui ? Par rapport à quoi ? Comment est-ce que j'ai appris ? Il y a l'apprentissage implicite, l'apprentissage explicite. Si je vais jouer maintenant 10 000 heures de tennis seul, je vais même pas être proche d'un niveau mondial, alors que si je fais 10 000 heures avec un coach qui est top niveau mondial et que j'ai 16 ans, ou 13 ans, ou 10 ans, et que je suis motivé, bah là, peut-être que je vais être infiniment plus fort que quelqu'un qui a fait 50 000 heures dans son terrain chez lui, parce que j'ai pas appris les bonnes techniques, parce qu'on m'a pas appris les petits trucs qu'il y a derrière. C'est un truc qui est un peu comme ça, qui vient un peu du développement personnel, un peu choisi aléatoirement. Après, c'est sûr que la répétition est utile, mais il n'y a pas une sorte de chiffre magique, j'arrive à 10 000 heures et boum, là, sinon il y aurait beaucoup plus de gens qui sont experts dans plein de trucs. Oui, c'est lié vraiment à qui tu as autour de toi, enfin à ton environnement dans lequel tu évolues. En fait, ça c'est une autre idée très importante. Je ne suis pas mon cerveau. On appelle ça la cognition incarnée. Je suis un cerveau dans un corps, dans un environnement. Et mon fonctionnement dépend de ces 3 facteurs. J'ai besoin évidemment que mon cerveau fonctionne bien, mais j'ai aussi besoin d'un corps qui puisse suivre, et j'ai besoin d'un environnement qui puisse me donner accès à l'expression de ces compétences. Et c'est ces 3 facteurs qu'il faut prendre en compte quand je réfléchis à l'entraînement, quand je réfléchis à la performance. Est-ce que j'ai un environnement, on appelle ça les conditions facilitantes. Est-ce que j'ai les conditions nécessaires pour me faciliter une expertise ? Est-ce que j'ai le conditionnement physique ? Et donc mon corps fait pas, mon cerveau fait aussi partie. Et est-ce que j'ai le côté un peu plus mental, même si, comme je disais, c'est un peu une distinction verbale que biologique, on va dire. C'est-à-dire les pensées derrière. Est-ce que je doute de moi ? Est-ce que j'ai confiance en moi ? Est-ce que je stresse ? Est-ce que, etc., etc. Et on a besoin de ces 3 facteurs. Si j'ai un mental d'acier, mais le corps ne suit pas et l'environnement est délétère, ça ne va rien faire. Si j'ai un environnement de dingue et un corps de dingue, mais je ne suis pas motivé, ça ne va pas le faire, etc. C'est les 3 facteurs qui sont nécessaires pour que ça marche bien. Et du coup, l'entraîneur, c'est un petit peu son rôle aussi de créer d'aider à créer ces conditions-là. Ouais, et si tu devais lui donner un conseil, ce serait lequel par rapport à ça ? Notamment, j'imagine qu'il y a plein d'entraîneurs qui nous écoutent, qui ont des groupes d'athlètes. Comment tu gères ? Parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes motivations. Je pense que le plus important déjà, c'est de réaliser qu'il y a une distinction importante entre les compétences et l'accès à ces compétences. Je donne un exemple d'une autre forme de performance, par exemple les études. Je suis sûr qu'il y a des coachs qui nous écoutent, qui ont des enfants. Imaginez votre enfant, il a, je sais pas, 12 ans, il a 15 ans, ça change rien, vous êtes en train de le faire étudier à la maison et il réussit ses exercices, je sais pas, de maths. Il est en train de faire des maths, il réussit ses exercices de maths, tout va très bien, il a l'air d'avoir très bien compris. Il va à l'examen, il se plante.
c'est pas un problème de compétences. Il a des compétences, il était en train de réussir l'exercice à la maison. Le problème, c'est l'accès aux compétences. Il n'a pas pu avoir accès sur demande à ses connaissances. Peut-être parce qu'il était stressé, peut-être qu'il avait mal dormi, peut-être qu'il était inquiet de ne pas avoir, je sais pas, sa console, s'il a moins que 13 sur 20, alors que vous lui avez dit, si tu as plus que 13, je t'achète une console, ou je sais pas quel genre de sous-doigt, de façon de soudoyer l'enfant vous avez. C'est un peu la même chose avec les athlètes. Quand on arrive à du très haut niveau, les compétences ne sont pas si différentes. C'est vraiment rare les joueurs ou les joueuses qui ont une sorte de compétence vraiment au-dessus. Quand on regarde dans les chiffres, etc., des sprinteurs d'un 100 mètres, ils sont à des fractions de secondes de différence. Un joueur de tennis peut taper sur la ligne où il veut la balle à l'entraînement assez aisément. Un joueur de foot sait tirer un penalty. Sur 100 penalties à l'entraînement, il va en marquer peut-être 99. Ce qui est important quand on passe dans le match, c'est comment est-ce que je fais pour que mes joueurs et mes joueuses aient accès à ces compétences sur demande, pour qu'ils puissent exprimer cette compétence qu'on sait, ils ou elles ont à l'entraînement. Et je pense que le rôle de l'entraîneur, souvent, est limité à la première partie. Comment est-ce que je fais pour que mes joueurs et mes joueuses aient les compétences, alors que la deuxième partie est encore plus importante, surtout quand on passe à du très haut niveau. À des niveaux inférieurs, il y a un énorme gap entre le sport de très haut niveau et le sport qui n'est pas de très haut niveau. À un niveau inférieur, la différence de compétences est beaucoup plus importante. Si je suis dans un club moyen, je peux monter en compétences et pouvoir masquer mon accès aux compétences. Si j'ai des compétences, je ne sais pas, à 80%, et je peux avoir accès à 50% de ces compétences, et le reste des gens avec qui je joue, mes potes du terrain de basket dans mon quartier, sont moyens, ce gap, je peux le cacher et je vais gagner quand même. Mais quand on passe à du très haut niveau, les compétences, on est tous au-dessus de 95, 97, 99% de la population générale. Là, c'est vraiment cet accès aux compétences. Comment je fais pour que mes skieurs ou mes skieuses prennent la bonne ligne à chaque fois, de manière régulière, à chaque compétition. Ça devient une sorte de compétition, non pas de compétences, mais de compétition une sorte de stabilité. Je ne sais pas c'est quoi le bon mot, mais de régularité. Qui peut faire la même performance de manière régulière? Un peu comme les musiciens de très haut niveau. Si je prends un musicien de très haut niveau, qu'est-ce qui fait la différence entre un pianiste incroyable et un pianiste un peu moins incroyable? C'est que le pianiste incroyable, il peut viser toutes les notes tout le temps. Il peut faire des concerts tous les soirs et c'est tout le temps parfait. Les autres pianistes, ils peuvent faire des fois des morceaux parfaits. Donc ils ont les compétences physiquement, ils savent comment bouger leurs doigts, ils connaissent les notes dans leur tête, ils ont la connaissance est là. Ils n'arrivent pas à avoir accès. Soit ils fatiguent un peu plus, soit ils se prennent la tête un peu plus, soit ils doutent un peu plus, soit leur monologue intérieur est un peu moins bon, soit ils savent un peu moins bien comment récupérer, soit ils sont pris par autre chose, ou bien ils sont perturbés par leur adversaire, ou ils ont des blocages psychologiques. Mais si quelqu'un sait faire quelque chose une fois, c'est qu'il a la compétence. Si c'est la faire 10 fois, c'est qu'il a la compétence. La question devient comment, en tant qu'entraîneur, je peux aider les gens à avoir accès à ces compétences sur demande. J'allais te poser la question. T'es mon entraîneur, demain, comment tu m'aides à accéder à mes compétences? Déjà, il faut que je vois pourquoi tu n'es pas en train d'y avoir accès. Et souvent, genre le truc numéro 1 de ne pas avoir accès à ces compétences sur demande, c'est des trucs attentionnels. Où est-ce que ton attention est en train de partir? Est-ce que tu penses à autre chose? Est-ce que il y a un truc où, dans notre attention, quand on regarde les athlètes de très haut niveau, ils décrivent tous et toutes une sorte d'état où c'est comme s'ils ne sont plus vraiment là. Ils deviennent ça devient une sorte de hyper première personne. Je vis vraiment là, je vous parle, par moment je vous parle et je ne suis plus vraiment là parce que je suis concentré, et par moment je me vois en train de parler. C'est ce qu'ils appellent l'état de flow, non? Un peu l'état de flow, exactement. Donc l'état de flow, c'est un état qui est décrit un peu dans la littérature quand quelqu'un est en train de faire une tâche très difficile et qu'il a un niveau d'expertise très élevé. Donc la première question, c'est qu'est-ce qui fait que mon athlète peut avoir accès à cet état de flow, et combien de temps est-ce qu'il ou elle peut rester dedans? Donc il y a les trucs d'attention. Est-ce que je suis perturbé par des trucs? Et surtout, est-ce que je peux rentrer et sortir de cet état de flow? Parce que c'est pas réaliste d'être dans un état de flow dans un match entier. Par exemple, un joueur qui a été pas mal étudié sur ça, c'est Messi, qui, par moment, si vous regardez Messi, par moment, il ne faut rien. Il chill. Il est là, il se promène sur le terrain. Et puis d'un coup, il appuie sur le bouton, il voit une opportunité, il sait comment prédire le match, il va
faire son truc, sauver la mise, marquer, faire une passe décisive, arrêter une attaque, et puis il re-chill. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est comment est-ce que je sais comment monter et descendre. C'est une sorte de vague. Quand on regarde le stress des athlètes de haut niveau, ils n'ont pas de stress. Quand on compare, c'est une étude qui est assez importante, qui a été faite dans les années fin des années 90, début des années 2000, où on a comparé les stress de professionnels de bureau, c'est comme ça qu'ils ont appelé ça, et des professionnels de sport. On a réalisé que les sportifs, ils ont des pics de stress infiniment plus élevés que les athlètes de bureau, mais qu'ils ont des pics de récupération. Ça fait comme des vagues, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Alors que les gens qui bossent dans des bureaux, ils ont un stress qui n'est pas méga élevé, ils n'ont pas le même stress que tirer un penalty pendant une Coupe du Monde ou faire les JO d'hiver, mais ils n'ont pas non plus des pics de récupération. C'est une sorte de truc qui les a à l'usure. Comment est-ce que je fais pour que mes athlètes puissent aller dans un stress qui va être bénéfique? On appelle ça le E-stress, c'est le bon stress quelque part. Un bon stress qui va améliorer la performance. Et une fois qu'ils ont amélioré cette performance, comment est-ce qu'ils peuvent redescendre, faire de la récupération même pendant un match, même pendant une compétition. C'est pas juste quand je rentre chez moi et je suis en train de faire mes massages ou la récupération physique. C'est vraiment un truc on appelle ça de la modulation attentionnelle. Comment est-ce que je peux faire pour que mon attention, boum, j'y vais maintenant, et boum, je redescends. Par exemple, dans le tennis, c'est quelque chose qui est très important. Comment est-ce qu'entre les jeux, je débranche, et puis je suis à nouveau là, je débranche, et puis je suis à nouveau là, je débranche, je suis à nouveau là. Moi, je comprends pas. C'est-à-dire que le cerveau, il est incapable de rester en haut tout le temps, en fait. Il est obligé de redescendre. Ouais, absolument. C'est de la fatigabilité, quoi. C'est... Essayer de rester en haut tout le temps, c'est se cramer. On n'est pas construit pour avoir des pics. Il faut se rappeler, on n'est pas fait pour le sport, on est fait pour le mouvement, on est fait pour la survie. Et une partie une situation le stress, à la base, c'est un signal de danger, de survie. Si je croise un lion, je ne vais pas être stressé pendant 20 minutes. Le truc va durer 2-3 minutes. Soit je m'enfuis, soit je suis mort. Et on est très bien construit pour un stress intense de courte durée. On n'est pas du tout construit pour un non-stop. Et il y a très peu de sports qui nécessitent une intensité non-stop. Et donc le deuxième conseil, je dirais, c'est comment est-ce que j'apprends à mes athlètes à moduler, à monter, à descendre. Souvent dans le sport, on veut, allez, tu y vas, maintenant on y va à fond, ça ne marche pas. Il faut savoir quand est-ce que j'ai besoin d'aller à fond et quand est-ce que j'ai besoin de redescendre. C'est un peu comme quelqu'un qui joue à la guitare. C'est un conseil aussi que je donne souvent. Quand on commence à jouer à la guitare, pour qu'une corde de guitare fasse un son, il faut appuyer fort dessus. Et ça fait mal aux doigts, etc. Et on appuie fort. Et avec l'expérience, on apprend combien de force on a besoin de mettre sur la corde selon quel morceau je suis en train de jouer. Parfois, je suis en train de faire un solo hyper rapide, je vais appuyer méga fort parce que je veux que toutes les notes soient entendues. Mais si je suis en train de faire une balade avec des accords, je peux appuyer à 20% de ma force, c'est assez pour que le son sorte exactement la même chose que si je mets 50 ou 60 ou 90. Et c'est très important de contrer cette croyance qui peut être partagée et qui est erronée, que les athlètes de haut niveau doivent être au max de leur performance tout le temps dans un match. Moi, j'entends. Je peux monter et descendre, quoi. J'entends bien ce que tu dis et je me pose la question de l'entraîner, ça, parce que finalement, c'est difficile de revivre ce qu'on vit en compétition à l'entraînement. Donc, comment tu ferais, toi, pour essayer de revivre ces situations-là? Alors, dans l'entraînement, essayer de montrer qu'il y a des pics de stress qui sont bien et que ça redescend, que ça remonte, ça redescend. Moi, je pense que c'est pas juste à l'entraînement, c'est aussi... C'est-à-dire, il y a une différence. Est-ce que je suis en train d'entraîner un joueur qui est déjà au top? C'est-à-dire, pour moi, ça fait partie de l'entraînement, de la montée en puissance d'un joueur ou d'une joueuse. C'est des choses qui doivent s'apprendre au fur et à mesure des compétitions. Une personne commence en junior ou dans des compétitions départementales ou régionales ou nationales ou internationales. Mais évidemment, si un athlète arrive déjà en compétition internationale à un niveau mondial et qu'il a les mauvaises habitudes, ça va être plus compliqué de lui apprendre ça à l'entraînement parce qu'effectivement, c'est difficile à... C'est pas des choses... Il y a des choses, c'est difficile de les apprendre par la parole. Il faut les apprendre par la situation. C'est un peu comme si, imagine que je vais vous apprendre comment faire du vélo. Et je vous donne un cours sur l'inertie, sur la rotation des roues, sur l'équilibre, sur la force gravitationnelle, sur la force gyroscopique, etc. Alors que vous n'avez jamais monté sur un vélo, ça ne vous sert à rien.
je peux vous donner tous les cours de physique théorique au monde qui expliquent exactement pourquoi un vélo tient en équilibre, à partir de quelle vitesse, comment est-ce que si vous tournez un peu à droite, ça va à gauche, si vous tournez un peu à gauche, ça va à droite, etc. Il faut aller sur le vélo et votre oreille interne va pas comprendre qu'est-ce qui se passe, vous allez être en déséquilibre et petit à petit, vous allez vous améliorer. C'est un peu la même chose. C'est des choses qui doivent s'apprendre un peu, on appelle ça un apprentissage phénoménologique, c'est un peu dans la chair, quoi. Il faut que je l'apprenne en faisant. Et ça va se forger au fil des compétitions. Dans ce truc de flow, si on peut imaginer un graphe pour les personnes qui nous écoutent, le flow, imaginez un graphe avec des abscisses et des ordonnées. Et sur les abscisses, il y a la difficulté du truc, et sur les ordonnées, il y a la compétence de l'athlète. Si quelque chose est trop dur et la compétence est basse, la personne est en échec et elle abandonne. Si quelque chose est trop facile et la personne est très bonne, la personne s'ennuie, elle n'est plus motivée. Le but d'un coach, c'est de tout le temps pouvoir appareiller la difficulté à l'expérience de mon joueur ou de ma joueuse. Je veux tout le temps être dans ce cône du milieu. C'est comme si vous imaginez une droite qui part du milieu et qui coupe le truc au milieu. Ça doit être une sorte de diagonale où je suis tout le temps en train de pouvoir appareiller les compétences avec la difficulté. Les compétences avec la difficulté. Si je donne à mon athlète des choses trop dures, il est mis en échec, il n'aura pas la chance d'apprendre. Et si je continue à lui donner des trucs trop faciles, et donc si moi, je sais pas, je veux commencer à jouer du tennis et je joue pas de tennis, et vous me ramenez Djokovic, je vais pas apprendre à jouer du tennis. Je vais juste me faire laminer et ça va me déprimer. Mais si je suis assez bon et vous me ramenez quelqu'un qui a jamais joué et joue contre lui pendant des heures, ça va pas m'améliorer non plus. Et donc cet apprentissage de quand est-ce qu'il faut que je m'engage et je me désengage, c'est quelque chose qui s'apprend aussi au fil du temps, par l'expérience. Et en tant que coach, je vais refaire les matchs, je vais expliquer, je vais dire là tu vois, tu n'avais pas besoin de te cramer comme ça, tu t'es cramé à ce jeu-là alors que tu avais un avantage, tu aurais pu laisser passer 2-3 balles pour pouvoir avoir l'énergie à nouveau quand le prochain set commence, parce que ce set était déjà dans la poche. Sauf quand je suis vraiment au-dessus. Mais plein de joueurs de tennis font ça, ils se laissent perdre. Et moi j'ai une question par rapport à ça, ce que tu disais avant. Tu dis, si je joue Djokovic, je ne vais pas prendre du plaisir. Cette notion de plaisir, j'ai l'impression qu'elle n'est pas la même, ou c'est pas toujours la même chose en fonction des individus, des sports. Ils sont pas motivés par la même chose. Est-ce que ça, c'est important de l'identifier avec tes athlètes? Et surtout, comment tu arrives à l'identifier? Je sais pas comment poser. Je sais pas si tu as compris ma question. Oui, j'ai très bien compris. Absolument. Les différentes personnes ont différentes motivations. Il y a des gens qui... Je sais pas, l'exemple le plus commun qu'on donne sur ce point, c'est justement Jordan et LeBron James. Jordan, c'était un tueur. Il veut écraser tout le monde. Je ne sais pas si vous avez vu le documentaire The Last Dance. Genre, il prend tout personnellement. Il est en train de chercher dans les manchettes de journaux quelqu'un qui l'a lésé pour qu'il se mette dans son état de dingos, de je vais déglinguer tout le monde. Il le fait très bien. Alors que LeBron James, il n'a pas du tout cette mentalité. Le mec, il adore le basket. Genre, il aime ce sport. Il a 42 ans. Il est encore en train de marquer 20 points par soir. C'est du jamais vu de l'histoire de la NBA. Si j'essaye de demander à LeBron James d'avoir la mentalité d'un Jordan, il va être misérable. Et si j'essaye de dire à Jordan, sois plus sympa avec tes coéquipiers, sois moins... Genre Jordan, il a gagné 3 championnats avec Rodman. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la NBA, mais ça a été pas mal un truc que j'ai suivi. Apparemment, ils ne sont quasiment jamais parlé. En dehors du terrain, ils finissaient, chacun partait dans la douche et ils rentraient. Genre, on est là pour faire notre boulot. Notre boulot, c'est d'aller gagner. Et après, alors que LeBron James, il fait des soirées tacos chez lui, il invite tout le monde. Il est plus genre un gaillard qui a envie de s'amuser. Il est là pour le fun. Il aime vraiment ce sport. Il est là pour s'amuser. Si vous essayez, c'est très important d'identifier les motivations des joueurs. Et d'accepter surtout, et c'est très différent aussi, c'est une autre différence sur ce point-là, est-ce que c'est des sports d'équipe ou est-ce que c'est des sports individuels? Ça aussi, c'est quelque chose qui est très différent, parce que si c'est des sports d'équipe, il faut gérer aussi le collectif. Comment est-ce que je fais pour que, si j'ai Jordan et James sur ma même équipe, comment je fais pour qu'ils puissent composer les uns avec les autres? Alors que si c'est des trucs individuels, dans ce cas-là, je vais voir comment moi, je dois m'adapter à mon athlète sur sa personnalité. Et ça, on le voit beaucoup, par exemple, dans le tennis, où il y a des joueurs dont la performance change considérablement quand ils changent d'entraîneur, quand ils changent de coach. Djokovic, il avait un gros problème. Il n'arrivait pas vraiment à gagner. Et ce n'est pas ses compétences qui ont été débloquées jusqu'à ce qu'il change de coach. Il se raconte une autre histoire. Notre cerveau est une sorte de conteur d'histoire.
commençait à se raconter des histoires qui lui prenaient la tête. Il a changé ses histoires, il a changé son régime alimentaire, alors que je ne pense pas que ce soit ça qui a changé encore une fois ses compétences. C'est l'histoire qui s'est racontée. Et tout d'un coup, il est la personne qui a le record de Grand Chelem de l'histoire. Probablement le meilleur joueur de tous les temps, même si c'est un sujet débattu. Et ça vient de l'adéquation, de la motivation, et probablement de comment son staff de coaching a réussi à créer ces conditions facilitantes pour que, encore une fois, il n'a pas eu un bond de compétences. Il a eu un bond d'accès à des compétences, de stratégie de jeu, de dialogue intérieur. Federer, un autre exemple. En fait, la majorité de ses études ont été faites sur le tennis. S'il y a des coachs qui nous entendent, le livre le plus connu sur la performance dans le sport de haut niveau s'appelle The Inner Game of Tennis. C'est un livre qui fait même pas 100 pages. C'est vraiment un peu une sorte de la bible du sport de haut niveau. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français s'il existe. C'est un monsieur qui s'appelle Galloway, je pense qu'il a écrit. Ou Galloway, un truc comme ça. Federer, tout le monde voit Federer, genre l'élégance, machin. Peut-être très peu de gens le savent, sauf les gens qui suivent le tennis. Federer, au début de sa carrière, il cassait des raquettes chaque 2 matchs. C'était le mec le plus colérique, le plus énervé, le plus vénère au monde. Il y a eu un changement dans les conditions autour de lui. Il a développé ce jeu beaucoup plus gracieux. Mais si on demande à Nadal de jouer comme Federer, il se casse la gueule. Ça veut dire qu'à un moment donné, Federer, il a été capable d'aller trouver quelque chose qui fait qu'il prenait du plaisir mieux. Ou pas forcément qu'il prenait du plaisir, mais qui le motivait. Qui le convenait mieux. Non, Agassi, il a toujours dit, par exemple, moi j'ai jamais pris plaisir, je détestais ce truc, c'était mon boulot, quoi. C'est ça qui me rapportait l'argent, j'étais bon, mon père m'a forcé à jouer, et il se trouve que j'étais pas si mauvais, que ça payait très très bien, j'allais et il fallait que je gagne, un peu comme il y a des gens qui vont bosser dans une boîte, qui détestent ça, mais ils n'ont pas le choix, c'est leur taf, quoi. Et ça, j'ai du mal avec ces aspects-là. On a fait un podcast il n'y a pas très longtemps sur le management, où il nous disait, en fait, c'était Fabien Deloche, et il nous disait qu'en fait, il comprenait pas, pour lui c'était pas concevable qu'on puisse faire toute sa carrière un peu dans un aspect négatif, on va dire, des choses. Parce que moi, si je me dis c'est un taf, si je me dis ça va me payer 150 000 € si je tape dans la balle, et l'alternative c'est je dois aller et me faire engueuler dessus pour faire, je sais pas, des PowerPoint, je me force, on se force, la majorité, beaucoup d'humains tous les jours se forcent dans leur taf. Il y a plein de sportifs qui considèrent que c'est leur boulot. Vraiment, genre je dois aller au boulot et je suis bon dans ce truc. Mais tu penses pas qu'ils ont quand même un petit truc de plaisir à un moment donné qui fait que peut-être le plaisir de gagner... Je ne peux pas décider à leur place, mais quand on leur pose la question, il y en a plein qui disent non. Ils disent c'est vraiment mon taf. Je sais pas, une personne qui bosse, je sais pas, à la caisse dans un supermarché, est-ce qu'elle a un tout petit peu un petit plaisir? Pas nécessairement. C'est juste que c'est des gens qui disent j'ai ces compétences, je sais avoir accès à ces compétences. Est-ce que j'aime particulièrement ça? Non. Si demain vous me dites que tu as une indépendance financière, peut-être qu'ils aiment bien la reconnaissance. Peut-être qu'ils aiment bien signer des autographes. Mais le jeu, il y a des joueurs qui disent j'aime pas particulièrement ça. Genre, ça me manque pas. Quand ma carrière sera finie, ça va pas me manquer. Il y a des joueurs, ils prennent leur retraite, ils tapent plus jamais dans la balle. C'est vraiment un truc, c'est fini. C'est juste, je faisais ça, ça me payait très bien, c'était mon taf, je le faisais. Je sais que ça peut paraître inconcevable, mais on est obligé de les croire. Moi, j'aimerais revenir sur le stress. Est-ce que on peut éviter les erreurs de jugement en situation de stress? Et puis, on attribue souvent le stress au côté négatif. Est-ce que ça peut être positif? Ouais, c'est justement, c'est le mot E-stress, c'est EU-stress, du préfixe E qui veut dire le bon. C'est de là que vient, je sais pas, si on va faire un peu dans du morbide, genre l'euthanasie, c'est la bonne mort, l'euphorie, c'est la bonne humeur, et le stress, c'est le bon stress. Et c'est une question vraiment de temporalité. Un peu de stress améliore la performance. Si mon joueur stresse 5 minutes avant une performance sportive, avant un saut en longueur, avant machin, il y a de très fortes chances que sa performance va être améliorée. Par contre, si mon joueur ou ma joueuse stresse en anticipation, la veille d'une compétition, 1 semaine avant, 2 semaines avant, machin, là, ça détériore massivement la performance. C'est vraiment une question de temporalité. Un peu de stress intense avant une action a un net qui est souvent bénéfique, et limite, c'est rassurant. La dernière chose que je veux, c'est un athlète qui arrive, les mains dans la poche, qui n'a pas un peu cette tension intérieure du stress. Le stress, c'est une réaction physiologique de mise en alerte. Ça contracte les muscles, ça améliore la concentration, etc. Je veux cet état chez mon athlète. Je veux un peu cette
tension intérieure qui va permettre d'avoir l'explosion nécessaire pour la performance. Par contre, un stress chronique, c'est une pression. C'est imaginer qu'est-ce qui va se passer si je me loupe. C'est me dire, putain, il y a une équipe de 20 personnes qui dépendent de moi. Et si je me plante, comment est-ce que je vais, je sais pas, leur payer leur salaire ? Je dors moins bien, je récupère moins bien, je me prends la tête, je ne peux pas atteindre cet état de flow, j'ai mon attention qui est divisée en 1000 morceaux, je suis dans le match et en même temps je suis en train de me dire putain qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu as fait ci, au lieu d'être à 100% en train de faire mon jeu, et là le stress devient néfaste. Mais je veux pas avoir d'athlètes pas stressés, je veux avoir des athlètes qui stressent quand c'est adapté. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. Ça s'apprend, c'est vraiment des trucs qui s'apprennent. C'est vraiment une des choses qu'on sait le mieux faire. C'est la préparation mentale pour moi. Ce qu'on appelle la préparation mentale, c'est de l'apprentissage de la gestion du stress et de l'attention. C'est vraiment stress et attention. C'est les deux gros piliers de la performance. Et justement, par rapport à cette gestion de l'attention, on a fait quelques formations sur les études de profil un peu. On sait qu'il y en a qui partent vite. Leur cerveau part loin, vite. Ils imaginent beaucoup de choses. Et puis, il y en a qui sont assez concrets, plus terre à terre. Est-ce que tu penses que c'est important d'essayer d'identifier ça aussi chez les athlètes ? Puisque j'imagine que ça ne se gère pas pareil, l'attention chez ces gens-là. Oui, bien sûr, c'est très important. Et déjà aussi dans l'apprentissage, c'est-à-dire il y a des personnes qui ont besoin de comprendre les choses presque intellectuellement avant de pouvoir la mettre en place. Et d'autres qui ont besoin de le ressentir en faisant par la pratique. On appelle ça les apprentissages implicites et explicites. Et l'attention est très liée aussi à ça. Donc c'est très important d'identifier qui est plutôt dans l'explicite, ce qu'on appelle parfois les joueurs cérébraux, qui est plutôt dans l'implicite, ce qu'on appelle les joueurs expérientiels, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de répéter, et après ils apprennent. Et il y a des joueurs, il faut leur expliquer, il faut leur dire voilà, ça c'est notre stratégie de jeu, on va faire ça, puis on va faire ci, puis un peu comme des joueurs d'échecs. Donc je dois aller là, puis 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 je dois aller là. Évidemment, c'est important d'adapter la manière dont on coach au tempérament de la personne. C'est pas des sortes de styles d'apprentissage. C'est pas qu'il y a des gens qui préfèrent apprendre comme ci ou comme ça c'est un peu un mythe. C'est plus des tempéraments. Il y a des joueurs qui ont besoin d'être motivés et d'autres qui ont besoin qu'on les laisse tranquilles, faire leur truc dans leur bulle. C'est un peu des personnalités. C'est un peu comme on gère des individus dans la vie quotidienne. Il y a des gens qui sont plus impulsifs, des gens moins impulsifs, des gens il faut les laisser péter un câble puis revenir. Donc l'entraîneur, il a quand même autant de travail à faire sur lui aussi pour comprendre que l'athlète en fait. Absolument, clairement. Et aussi, c'est un peu plus controversé, c'est pas controversé, mais genre, il faut aussi que les joueurs apprennent à s'adapter aussi à leur entraîneur. C'est-à-dire, il y a aussi un travail qui se fait du joueur sur l'entraîneur. Il y a des joueurs qui savent mieux tirer le potentiel de leur entraîneur plus que d'autres. Il y a des joueurs qui vont savoir comment bien s'entendre avec un entraîneur pour pouvoir mieux utiliser son expérience, alors que dans un autre contexte, l'entraîneur qui est là aussi a de très bonnes compétences, il ne saura pas avoir accès à ses compétences. Tout ce qu'on est en train de dire pour moi, les entraîneurs, c'est des athlètes, hein. Donc ils ont aussi accès à des compétences. Est-ce qu'ils ont accès à leurs compétences ? Il y a des entraîneurs qui sont une encyclopédie de stratégie et le jour J, ils ont un trou de mémoire, ils n'y arrivent pas. On le voit beaucoup par exemple dans le football américain, où l'entraîneur est tout le temps casqué, en train de parler avec ses joueurs. Le football américain, les joueurs ils sont sur le terrain sur un match de 3 heures, les joueurs ils jouent 20 minutes peut-être. Et c'est beaucoup de stratégie, quelle stratégie, quand, machin. Et il y a des sortes de partenariats joueurs-entraîneurs qui sont devenus légendaires. Quand le joueur part dans une autre équipe, il est relativement moyen. Quand l'entraîneur va dans une autre équipe, il est relativement moyen. Et quand ils sont ensemble, ça décuple l'accès aux compétences, aussi bien de l'entraîneur que du joueur. Et donc je pense qu'une chose, l'entraîneur doit aussi apprendre à ses athlètes comment profiter de lui aussi. Pas facile, hein. Ça veut dire vraiment bien se connaître. Bien se connaître, et aussi il faut former les joueurs. C'est-à-dire, je ne sais pas si ça existe, mais de former les joueurs à comment identifier aussi les différents entraîneurs pour pouvoir... Je pense que c'est de l'expérience aussi des joueurs, de comprendre, ok, maintenant je suis avec cet entraîneur-là, il est plutôt comme ci, il est plutôt comme ça, je devrais pouvoir
profiter de lui de cette manière-là. Alors qu'un autre entraîneur, je ne sais pas, il y a des entraîneurs, ils veulent que les joueurs arrivent 15 minutes avant l'entraînement, qu'ils soient prêts, machin, et d'autres entraîneurs qui sont plutôt chill. Il y a des entraîneurs qui veulent que leurs athlètes lisent des bouquins de philo et qui viennent parler avec eux de l'art de la guerre de Sun Tzu, et d'autres qui n'ont rien à foutre, ils veulent juste, je ne sais pas, boire des bières ensemble après le match et faire la troisième mi-temps. Et c'est important pour les joueurs et pour les athlètes d'être conscients de cette dimension de... C'est un peu comme ce qu'on disait sur le cerveau et le corps. C'est pas l'entraîneur donne les ordres et le joueur ou la joueuse exécute, c'est des allers-retours. Et c'est une sorte de système, une sorte de dyade qui est importante aussi de prendre en compte en tant que système, pas en tant juste que deux facteurs séparés. Ok, donc tout ce que tu as dit avant, finalement, c'est vrai pour l'entraîneur aussi. Absolument. D'accord. Moi, j'avais une question sur les échecs et les traumatismes. Est-ce que le cerveau, il peut se remettre ou il peut chanter un échec ou comment ça se gère d'un point de vue émotionnel? Est-ce qu'il y a des choses là-dessus que tu là aussi, ça change beaucoup si on arrive en fin de parcours ou si on a la malléabilité du début. C'est-à-dire si j'ai un joueur ou une joueuse qui n'a jamais appris comment gérer les échecs et arrive à une compétition de très haut niveau et se loupe, ça va être beaucoup plus compliqué à gérer que si j'ai un joueur ou une joueuse qui, au cours de son parcours et au cours de son développement, a dû affronter, on appelle ça la tolérance à la frustration, a dû affronter de la frustration, a dû perdre, a dû gagner, a dû se planter, a dû se louper, et a développé ce mindset que l'échec, un peu, au final, ça fait partie quelque part du jeu. Dès qu'on est dans une compétition, quelqu'un va perdre, et parfois ça va tomber sur moi. Et ça, paradoxalement, c'est plus difficile pour les joueurs qui sont très très bons. Parce que souvent, les joueurs ou les joueuses qui sont très très bons, les athlètes qui sont très très bons, ils sont exposés à l'échec plus tard. Et plus on est exposé à l'échec tard, et plus c'est difficile d'avoir développé les compétences de la gestion de l'échec. Alors que si j'ai des joueurs qui sont montés en puissance un peu, on revient à ce flow où c'était à parier, donc parfois ils gagnaient, parfois ils loupaient parce qu'ils faisaient des trucs assez difficiles. Et mieux ils ont ces capacités de résilience face à l'échec. Et c'est hyper important dans le sport de haut niveau d'apprendre comment passer à autre chose. Parce qu'il y a l'échec général, genre j'ai perdu un match, mais par exemple si on reprend l'exemple du tennis, qui est encore une fois le sport peut-être qui est le plus étudié sur ces sujets, j'ai 3 balles de break, je les perds toutes et je perds le set. Le match n'est pas fini. Si je ne sais pas comment gérer cet échec, le match va être fini. Et donc c'est aussi des échecs en cours de route dans une compétition, des sortes de checkpoints. Et c'est là, pour moi, ces échecs-là sont plus difficiles à gérer que perdre une compétition ou perdre une médaille ou perdre quelque chose. Parce que la perte d'un match entier, il y a un allié de taille sur lequel on peut qu'on peut mobiliser, qui est le temps. Alors, le match est fini et j'ai le temps. Je vais m'en remettre. Ça prend 1 mois, 2 mois, c'est assez rare. Les joueurs de haut niveau ou les joueuses de haut niveau qui ont perdu une compétition et qui sont complètement effondrés. Ça arrive, c'est au final assez rare quand on regarde les chiffres. Par contre, quand j'ai un échec pendant une compétition, la compétition n'est pas encore finie et j'ai pas le temps de pouvoir me remettre en place. Le set est perdu, mais dans 30 secondes, je vais être à nouveau sur le terrain en train de devoir jouer. Et ça doit s'apprendre au cours du temps. Et donc là, tu apprends à ton cerveau à switcher à autre chose, en fait, c'est ça ? Alors, il y a plusieurs techniques. Il y a des techniques où je considère chaque balle comme une sorte de match et je fais un peu la séquence. Il y a des gens qui ont plus des techniques de rationalisation. Par exemple, une technique qui je suis désolé, je donne beaucoup d'exemples de tennis, mais c'est vraiment là où il y a eu le plus d'études. C'est une technique dans le tennis où les joueurs se disent qu'on n'a même pas besoin de gagner toutes les balles pour gagner le match. Donc si ça se trouve, j'ai gagné plus de balles que l'autre. C'est juste que ce n'était pas les bonnes balles au bon moment. Federer, je pense qu'il a genre 70% de matchs gagnés, alors qu'il a juste gagné 52% de ses balles. Un truc comme ça, il y a un écart, je ne sais plus c'était quoi les chiffres. Il y a des gens parfois qui ont besoin de genre un peu s'effondrer et de se reconstruire en cours de match. Il y a différentes techniques de gestion de la panique. C'est parfois des sortes des états de panique, de comment on se calme. Et c'est pour ça que plein de fois dans le tennis, il y a ces sortes de controverses où le coach il hurle alors qu'il n'a pas le droit de parler avec ses joueurs, qu'il hurle
pour essayer de faire une sorte de reset. Ou Djokovic qui sort du terrain pour aller faire pipi. Il y a plein de techniques parce qu'on n'a pas le facteur temps. Mais le truc de l'échec, genre j'ai perdu une compétition, la seule différence c'est quand il y a des blessures. Parce que les blessures, il y a aussi le côté traumatisant. Et ça, c'est une rééducation plus longue. Mais en tout cas, quand on arrive au très haut niveau, c'est assez rare. Les athlètes, ça existe. Hein. Je suis sûr que quelqu'un va dire, ah bah non, il y a lui, il y a lui, il y a elle, il y a lui. Mais en général, c'est assez rare. Les athlètes qui, après coup, genre sont en trauma et ils n'y arrivent plus du tout, machin. C'est vraiment assez rare. Soit c'est une humiliation de dingue, soit machin. En général, ils s'en remettent assez bien. Par contre, où la différence se fait, c'est vraiment ces échecs en cours de match. Je me prends un but complètement débile, alors qu'on a 15 tirs au but et l'autre équipe en a 0. Et boum, il marque sur un contre. On est complètement déprimé alors que c'est un match à élimination directe. Je perds un set alors que j'avais des balles de break et j'étais à 4-3 et c'est mon service. Je me loupe sur une qualification pour une étape, de ski, et j'ai le lendemain la qualification pour une autre épreuve. Ça, c'est des choses qui doivent s'apprendre, et c'est plus difficile, parce que comme tu dis, c'est difficile à recréer en entraînement. Et c'est pour ça que c'est des choses qui s'apprennent sur la durée. Il y a beaucoup de choses dans ce qu'on dit, je trouve, qui sont difficiles à recréer à l'entraînement. Pour autant, il y a des solutions pour le faire, mais c'est vrai que c'est complexe de recréer des situations comme ça. C'est pour ça que c'est des choses qui doivent se faire en cours de route, sur le chemin vers l'excellence sportive. On ne peut pas aller et prendre un athlète qui a déjà 21 ans, qui est déjà un peu formé, qui a déjà ses réflexes, qui a déjà ses fragilités, ses failles, ses puissances, et se dire on va tout rechanger. C'est pour ça que le développement dans le sport est vraiment hyper important. C'est le grand public, il voit le sportif quand il est déjà sur la scène nationale ou internationale. Mais tout se joue, la majorité de la carrière d'un sportif se joue en amont, entre ses 9-10 ans et ses 17-18 ans. Wembanyama, les gens le voient maintenant arriver à la NBA, mais quand vous regardez ses interviews, etc., ça se voit que tout le travail a été fait en amont. C'est pas juste que c'est un mec qui est grand de taille. Il a tout un panel de préparation qui fait qu'il arrive là où il arrive. Donc la première étape, c'est de construire ses compétences quand tu es un jeune athlète. Ouais. La deuxième étape, c'est d'arriver à y accéder. C'est de construire ses compétences, arriver à y accéder et développer sa tolérance à la frustration. Un athlète doit savoir comment être frustré. S'il ne sait pas comment gérer sa frustration, même s'il a ses compétences, il a accès à ses compétences, un jour il va tomber sur quelqu'un de plus fort que lui ou de plus fort qu'elle et il va être méga frustré. Et s'il ne sait pas gérer cette frustration, ça va coller un peu dans sa tête et son accès aux compétences va être dégradé instantanément. Eh ben, écoute, merci Albert pour ton... Merci de m'accueillir. Ton intervention. En tout cas, il y a plein de billes pour nos entraîneurs, et nos athlètes aussi. Donc merci beaucoup pour la richesse de cette intervention. À bientôt sur un prochain podcast. Merci pour l'accueil. À bientôt. Ce podcast vous a été présenté par 2 conseillers au niveau haute performance, Patrick Juvin de la Maison régionale de la performance du Creps Centre Val de Loire et Stéphane Germain de la Maison régionale de la performance de Bourgogne-Franche-Comté.